Windows qui ne pointe plus nulle part. Il va les trouver. L'application de répertoire, par exemple. Il va les trouver, il va te permettre de chercher la nouvelle cible, si tu veux, ou sinon carrément les enlever. Ensuite de ça, il va te permettre d'enlever, comme on disait, les doublons, il va te permettre d'enlever certains fichiers et certains répertoires de façon sécuritaire pour ne pas être capable d'aller les récupérer. Très bien. Ensuite de ça, du côté système, on peut nettoyer les registres. Comme on en a parlé il y a quelques semaines, c'est ça? On peut aussi faire la gestion de tout ce qui va au démarrage, comme par exemple les applications qu'on veut qui partent ou pas. On peut changer les paramètres de Windows. Il y a à peu près 100 fonctions qui sont non documentées de Windows qui se retrouvent là-dedans, donc très intéressant. Du côté Internet, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut optimiser, si tu veux, la vitesse de notre connexion. Et on peut changer là, certains paramètres, donc ça devient assez intéressant de pouvoir changer ces paramètres-là, surtout quand on a une connexion modem téléphonique pour augmenter la vitesse de débit. Excellent. Très utile, on peut le retrouver ça sur la page web de iolo.com, iolo.com, et l'utilitaire coûte environ 59,95 $. C'est pas donné, sauf que ça peut devenir très utile pour un milieu où est-ce qu'il y a beaucoup de changements. Puis vous pouvez aussi l'essayer pendant environ un mois. Vous avez une version test qui est gratuite, qui vous permet de voir si vous aimez le logiciel. Voilà, on revient dans un instant. Quand on achète un ordinateur, il arrive souvent qu'on attache à peu près autant d'importance au choix de la carte de son qu'à la couleur de son tapis de souris. C'est important, ça, un tapis de souris? Non, pas vraiment. La carte de son, ça, c'est important. Surtout si vous êtes un amateur de vidéoconférences, de création musicale, si vous aimez les sites multimédia, si vous aimez visionner des films sur DVD. Donc, il y a plein d'applications où la carte de son est vraiment un élément critique et crucial de votre système. Alors là, on va voir les quelques critères qui devraient guider votre choix quand vous allez acheter votre carte de son. Premièrement, il y a le générateur sonore lui-même. Alors ça, c'est particulièrement important pour la lecture de fichiers MID, parce que pour les fichiers WAV, c'est évident, ça passe pas à travers la génération sonore de la carte. Il y a la question de la compatibilité et des normes, surtout dans le cas du son en 3D, la quantité et la variété des entrées et sorties sur la carte, et bien sûr, le son 3D qui devient de plus en plus un incontournable quand on achète une carte audio. Alors, au point de vue de la génération sonore, Philippe, il y a deux tendances principales. On parle de la synthèse FM et on parle des wavetables. Exactement, des tables d'échantillons, exactement. Alors, la synthèse FM, ça, c'est un petit peu en voie de disparition, il faut bien l'admettre, tout simplement parce que les sons qu'elle produit sont assez peu réalistes et on est habitué quand même à un niveau de réalisme qui est bien supérieur à ça. Ça peut être pas mal pour les effets sonores, c'est que ça fait très synthétique, justement. Oui, exactement. Puis il y a souvent aussi un petit peu de grichage, justement, quand la qualité de la carte n'est pas très bonne. Donc, on va vouloir, justement, utiliser des tables de son où on a un son qui est vraiment pur. Exactement. Alors, la façon dont ça fonctionne, les cartes à de son ou à table d'échantillons, c'est que ce sont des échantillons de véritables instruments qui sont enregistrés sur la carte ou en mémoire et qui sont reproduits lorsqu'on veut jouer une note d'un instrument quelconque. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qui est à vérifier, c'est la taille, bien sûr, de la table d'échantillons. Sur une carte comme par exemple la Sound Blaster Live, la Platinum, on a une table d'échantillons de 8 MB. Là, ça commence à être passablement volumineux. Ce qui veut dire que plus vous avez d'échantillons, plus le son a de chances d'être réaliste et plus vous allez avoir une grande variété d'instruments. La question de la table d'échantillons aussi, est-elle sur base logicielle ou sur base matérielle? Alors, quand c'est sur base logicielle, ça vous permet d'avoir une variété infinie. Vous pouvez éditer très facilement la table d'échantillons, mais cependant, ça taxe beaucoup plus les ressources de votre système qu'une table d'échantillons à base matérielle. Alors, la base matérielle, bien évidemment, c'est le contraire. Vous allez moins taxer votre système, mais vous allez cependant avoir moins de contrôle sur les échantillons eux-mêmes. Évidemment, autre chose qui est intéressante, c'est qu'on peut ajouter, comme on ajoute des polices à une imprimante, on peut ajouter des fontes sonores, si vous préférez, donc des échantillons maison de notre cru ou encore des échantillons qu'on achète dans le commerce pour augmenter la variété des sons qui peuvent être produits par notre carte. Alors ça, c'est la question de la génération sonore. Si on passe à la question de la compatibilité et des normes, lorsque vous êtes un amateur de vieux jeux, et ça se peut très bien, peut-être vous aimez encore Duke Nukem 3D, c'est mon cas. Je trouve que Tetris. c'est peut-être pas là. Ah oui, c'est bon, Tetris, bon. Oui, c'est vrai, mais c'est pas forcément un jeu qui roule sous DOS.
Alors, quand on a des jeux qui roulent sous DOS, oui, dans le fait, ça dépend de la version de Tetris. Donc, quand on a des jeux qui roulent sous DOS, c'est important d'avoir une carte de son qui est compatible Sound Blaster ou compatible Sound Blaster Pro. Ouais. Si vous avez une carte à table d'échantillon, à ce moment-là, recherchez la compatibilité Sound Blaster AW32. Donc, AW32, c'est la compatibilité, disons, de base pour les jeux qui vont rouler sous DOS. Mais évidemment, la plupart des jeux et des applications roulent sous Windows. Alors là, à ce moment-là, vous avez à choisir l'API qui est supportée ou qui est gérée par votre carte. La plus courante, la plus universelle, c'est DirectX et particulièrement DirectSound 3D pour le son en 3 dimensions, qui fait partie de l'API, de l'ensemble d'API DirectX. Il y en a d'autres, des API 3D qui sont assez populaires, dont la EAX et la A3D. La EAX, c'est une création de Creative Labs, donc ce qui fabrique les cartes Sound Blaster Live et ainsi de suite. Et donc, si vous avez la carte ici, la Sound Blaster Live, celle-ci est compatible de série avec l'API EAX et vous pouvez aller chercher sur Internet une DLL qui va rendre votre carte également compatible à l'API A3D. Alors ça, c'est pour la compatibilité. Maintenant, ce qui va faire changer probablement assez sensiblement la valeur de votre carte, c'est la quantité et la variété de vos entrées et sorties. Alors, de base, Philippe, on peut s'attendre à avoir un port MIDI qui va servir aussi évidemment pour connecter votre manette de jeu ou votre joystick. Voilà, qu'on a ici. Il y a évidemment une prise micro. Ça va de soi. Bien, c'est évidemment. Avec tout l'Internet, avec le chat, téléphonie, la téléphonie, la vidéoconférence sur Internet, c'est nécessaire d'avoir une prise de micro. Et bien sûr, une prise haut-parleur, ça va de soi. Et là, à ce moment-là, faites bien attention à une chose pour votre prise haut-parleur. Assurez-vous que vous avez un amplificateur sur votre carte. Sinon, vous serez obligé d'acheter des haut-parleurs amplifiés, ce qui est quand même la configuration la plus populaire. C'est ce que je suggère le plus, parce qu'un amplificateur sur ta carte, d'un, ça va tirer plus de jus sur ta carte, ça va chauffer plus, et ça fait encore plus de possibilités que la carte vienne qu'à briser. Oui, donc, exactement. s'il n'y a pas d'amplificateur, tu t'assures que c'est tes haut-parleurs qui prennent toute la charge du son. Donc, ça prend surtout moins de puissance. Exactement. Également, sur la carte, on va voir ici qu'il y a des connecteurs pour la sortie audio du lecteur de CD ou de DVD qu'il y a sur votre carte. Attention, ce ne sont pas forcément des connecteurs de format standard, donc assurez-vous que votre lecteur est compatible. Généralement, lorsque vous achetez votre CD, justement, assurez-vous qu'on vous fournit, c'est un petit adapteur qui mesure généralement environ 5 ou 6 cm, qui justement va vous permettre de vous connecter à diverses cartes de son. Assurez-vous d'avoir ce morceau-là lorsque vous achetez votre CD. Bien sûr, si vous faites du son 3D sur votre carte, vous allez également avoir une deuxième prise haut-parleur, donc pour les haut-parleurs arrière de votre système son surround ou son en 3D. Vous allez avoir également une entrée audio ligne pour brancher un lecteur de CD ou encore un lecteur de cassette comme Source Audio. Et bien sûr, des entrées et sorties numériques, particulièrement la sortie numérique dite SPDIF, qui sert par exemple à être branché sur le décodeur de son Dolby Digital, Dolby numérique, pour visionner les films en DVD sur votre ordinateur, ou encore pour enregistrer de la musique sur format mini-disque ou DAT. Également, un mot enfin sur le son 3D. Évidemment, c'est de plus en plus intéressant pour la plupart des jeux modernes, également pour visionner des films en DVD. Ça va vous prendre pour ce faire un décodeur AC3 pour décoder le son Dolby numérique. Vous pouvez avoir cependant, si vous n'avez pas les deux paires de haut-parleurs, avoir une simulation algorithmique de la 3e dimension. Donc, assez efficace, mais c'est pas juste comme le vrai. Également, les logiciels, ça peut contribuer à hausser sensiblement le prix de votre carte. Si vous avez une carte, par exemple, la Sound Blaster Live 5.1 Platinum, là, vous avez tous ces logiciels-là qui sont livrés. Donc, vous avez des logiciels, le séquenceur MIDI Cubase 6 VST, vous avez un encodeur-décodeur MP3, vous avez un logiciel de téléphonie IP, vous avez des jeux, et ainsi de suite. Et, bien sûr, ce qui augmente énormément le prix de la Live Platinum, c'est
Ça, voilà, le fameux tiroir qui est contrôlable par télécommande infrarouge et qui vous donne énormément de sorties et d'entrées audio numériques, par exemple, sous plusieurs formats. C'est ce qui explique notamment que la carte live toute nue comme ça vaut 80 $ et que la carte live tout habillée vaut 300 $. En plus, évidemment, de tout un éventail de logiciels qui est livré avec la carte Live Platinum. En terminant, il y a de plus en plus de cartes maîtresses qui offrent les fonctionnalités audio directement sur la carte. Nous, on vous recommande plutôt d'acheter une carte audio à part entière et de l'installer dans votre système. Mais là, à ce moment-là, n'oubliez pas de désactiver les fonctionnalités audio de votre carte mère en allant dans la configuration du BIOS avant d'installer votre nouvelle acquisition. Côté 3Z vous présente un nouveau concours. Envoyez-nous la macro la plus utile et la plus originale que vous ayez conçue pour Word ou pour Excel et courez la chance de remporter un lecteur MP3 d'une valeur de 200 000. Peut-être que vous pensez qu'il est temps de sacrifier ou de jeter aux ordures votre vieil ordinateur 286, 386, 486 parce que maintenant vous avez un super Athlon Thunderbird 1 GHz, mais Philippe, non, tu veux pas. Tu dis, il y a quelque chose à faire avec ces vieilles machines-là. Il faut être vert. Oui, c'est bien. OK, alors qu'est-ce qu'on fait? Bien, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. C'est sûr qu'on peut faire des presse-papiers, on peut faire des aquariums. On parle d'utile. Ah oui, mais c'est ça, mais ça peut servir de tabouret. Okay, moi, ma mère, elle pourrait prendre ça pour grimper des armoires. OK, non, c'est beau. Il y a des affaires Utilité, encore... mais informatique. C'est ça. OK. On peut en faire encore des choses plus intéressantes avec ça. Oui. Par exemple, pour ceux-là qui sont un petit peu familiers avec Linux, ben, il y a moyen de prendre un 286 ou un 386, d'y installer 2 cartes de réseau ISA et de se faire un firewall ou une passerelle pour partager notre lien Internet. Ou par exemple, si vous avez un lien téléphonique, mettre un modem dedans et s'en servir pour passerelle. Comme on peut voir sur le dessin à l'écran, on a notre vieille picouille qui roule sur Linux avec 2 cartes de réseau et on n'a pas besoin de grand-chose dessus. 2 cartes ISA, peut-être 32 MB de mémoire et ensuite de ça, ben, on ajoute un disque dur ou pas. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'est-ce que je vous conseille? Vous prenez justement votre super gros ordinateur, vous compilez Linux, mais vous enlevez tout ce qui n'est pas nécessaire dedans pour faire un tout petit kernel avec l'interface réseau. Donc, vous pouvez faire quelque chose qui va fitter, qui va entrer sur une disquette 1.44, ou encore mieux, vous brûlez une image de votre système d'exploitation et de vos règles de firewall ou de coupe-feu sur un CD, et vous bootez avec votre CD. Donc, à partir de ce moment-là, justement, ça devient incorruptible. Vous êtes sûr que votre bastion ne devient pas, si vous voulez, accessible ou prenable. Donc, ça vous fait une passerelle qui ne coûte pas grand-chose et qui vous permet de partager votre connexion Internet avec d'autres ordinateurs dans la maison. Un autre usage. Bon, un autre usage. Je sais pas, vous avez un gros système de son. Votre ordinateur est loin de votre système de son. Vous aimez ça écouter des MP3, vous ne voulez pas acheter vos CD, vous ne voulez pas burner tout le temps des CD. Qu'est-ce que vous voulez prendre? Bien, un disque dur de 60 GB. Ça en contient beaucoup d'MP3. Hein? Même si Napster est sur le bord de disparaître, ça peut mettre beaucoup d'MP3. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? C'est que tu peux prendre, encore une fois, peut-être pas un 286. Un 386 à la limite avec un MP3 player en DOS, mais c'est surtout pour les 486, genre des X4 ou les Pentium de basse vitesse. De basse génération. Exactement. Donc, encore une fois, on va connecter une carte de réseau sur notre vieille picouille, prendre une carte de son qui va être connectée sur notre système de son, et ensuite, avec la carte de réseau, ben, on peut la connecter sur un réseau local ou on peut accéder à un disque dur d'un ordinateur qui est plus puissant ou carrément à partir de notre ordinateur aller télécharger des MP3 sur notre vieille picouille. Ah, ben, donc, qu'est-ce qui est intéressant avec ça? C'est qu'on peut avoir une connexion digitale avec notre système de son. Bon, soit avec un connecteur Toslink, qu'on appelle, ou si vous voulez, une fibre optique, comme on peut voir à l'écran. C'est ça. Donc, on branche ça dans notre carte de son. Guillemot en fait une carte comme ça qui coûte 70 $. Donc, c'est vraiment pas dispendieux. On branche ça en arrière de notre amplificateur et on a quelque chose qui est totalement digital et qui nous donne une qualité de son assez incroyable. Excellent. Donc l'idée, c'est d'avoir de la place pour contenir... Exactement, mais qui n'exige pas nécessairement une vitesse de processeur super ultra puissant. Exactement. Donc, vous pourriez avoir, si vous voulez, un lecteur MP3 qui va rouler sous DOS sur un disque dur peut-être de 20 MB au maximum, et avec un lecteur de CD, puis vous mettez un disque qui a 600 MB de MP3. Donc, MP3 pas mal longtemps. Si vous voulez économiser encore et faire geek, vous pouvez prendre une carte vidéo avec une sortie télévision qu'on va brancher à l'entrée de la télévision. À ce moment-là, vous avez juste à vous brancher un clavier ou une souris pour jouer avec votre lecteur et tout devient
merveilleux à partir de ce moment-là. Excellent. As-tu d'autres idées pour nous? Bon, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, on vient de parler d'une connexion TOS Link, mais pour ceux qui n'ont pas cette chance-là, on peut utiliser un autre connecteur qu'on peut voir à l'écran, qui est carrément un connecteur avec une prise 1/8 de pouce ou 3,5 mm. Excusez-moi, c'est 2,5 mm avec des connecteurs stéréo RCA qu'on va simplement brancher à l'extérieur. Ah, ben c'est simple. Ça devient assez intéressant. Il y a d'autres utilités qu'on peut faire aussi. Vous pouvez faire, par exemple, un cluster. Bon, c'est quoi un cluster? C'est une grappe d'ordinateur qu'on peut voir à l'écran. Bon, l'utilité de ça, c'est que justement, c'est que des fois, ça devient trop dispendieux d'acheter un gros ordinateur. Fait qu'est-ce qu'on peut faire? C'est regrouper plusieurs petits ordinateurs ensemble et utiliser un logiciel qui va permettre de partager une tâche parmi plusieurs ordinateurs. C'est l'équivalent d'avoir, par exemple, le City at Home, mais vraiment dans sa maison, en distribuant la force de calcul. Exactement. Bon, l'avantage de ça, c'est qu'étant donné que le parc informatique évolue très, très, très rapidement, mais là, qu'est-ce qu'on va vouloir faire, justement, c'est regrouper tous les vieux ordinateurs au lieu de les jeter aux poubelles et de les gaspiller et de faire des gros clusters, des grosses grappes avec ces anciens ordinateurs-là pour, justement, accumuler de la puissance de calcul à peu de coût. Ah, c'est intéressant, ça. Bon, qu'est-ce qui se passe si vous ne voulez pas rien faire de ça, que le marchepied pour votre mère, ça ne vous intéresse pas? Bien, au lieu d'envoyer votre ordinateur à la poubelle, s'il vous plaît, pensez aux autres. Il y a des commissions scolaires qui accepteraient ça avec grand cœur. Donc, il y a des organisations qu'on peut voir à l'écran sur la page web. Si je me rappelle bien, la page web, c'est www.rescol.ca. C'est le RESCOL. C'est ça, le RESCOL ou SchoolNet en anglais. C'est ça. Donc, cet organisme-là va prendre les ordinateurs. Le minimum qu'ils prennent présentement, je crois, c'est les 4,86. Ils vont prendre des vieux écrans, des vieux claviers, des vieilles imprimantes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? C'est qu'ils vont finalement bâtir des parcs informatiques pour les plus jeunes. On n'a pas besoin de gros Pentium pour les petits à la maternelle. Mais juste apprendre à se familiariser avec l'ordinateur. Exactement ça. Ou eux autres, justement, ils vont faire des grappes d'ordinateurs avec tout ça. Donc, faites donc un don de charité. Et en plus de ça, ils vous envoient un merveilleux reçu pour votre impôt. Et voilà, ben merci beaucoup, Philippe. On continue avec la partie utilitaire de l'émission. Même un logiciel aussi éminemment pratique et utile que Money 2000 de Microsoft peut cacher des fonctions tout à fait inutiles des autres parcs. Alors, Philippe, on va voir ça. Tu vas voir, c'est assez spectaculaire. Alors, on commence par créer un nouveau compte. OK, donc on va Donc, Setup Account, Create a New Account. Là, tu peux mettre ce que tu veux. On appuie sur Next. Next, on choisit encore, Checking, n'importe quoi. Et là, tu peux l'appeler Microsoft avec un M majuscule. OK, Next. Suivant. Finish. Me. Très bien. Alors, ensuite, on va dans les comptes. Clique à droite. See Account Details. Et là, dans la section commentaires, écrit Money avec un M majuscule, Rocks avec un R majuscule et un point d'exclamation. Tu descends. Tu cliques sur Done. Et avec le petit ding. Ensuite, on va dans Balance an Account et on choisit Microsoft. Ouais. Et voilà. C'est bon, la matrice est en japonais. C'est ça. Donc, comme vous pouvez voir, mesdames, messieurs, on sait maintenant qui se cache derrière la matrice. C'est maintenant le temps de désigner notre gagnant de la semaine pour notre concours de macro pour Word ou pour Excel. Alors, je vous rappelle que les gagnants de la semaine qui sont tirés au sort gagnent une souris sans fil et un clavier sans fil offert par YSocier2000.com. Et le gagnant du Grand Prix dans quelques semaines, c'est celui que nous trouverons le meilleur chez tous les participants. C'est donc quelqu'un que nous allons choisir, pas tirer au sort. Gagnera, lui, un lecteur de CD MP3 également offert par YSocier2000.com. Alors, roulement de tambour, Philippe, le grand gagnant de la semaine. Donc, il s'agit d'Alain Turcotte qui nous a composé une macro pour Excel pour vérifier les numéros gagnants de la 649. Alors, on a inscrit les numéros gagnants de la 649 et puis, si on a plusieurs combinaisons, on les entre les unes à la suite des autres. Et ça nous dit exactement combien de bons numéros on a, et même si on a la combinaison 5 sur 6 plus. Et Alain nous dit également qu'on peut adapter, bien sûr, cette macro-là au résultat du Super 7 si tel est notre jeu de prédilection. Alors, bravo Alain.
Donc, on vous rappelle maintenant d'aller consulter notre site web, par exemple, pour le fameux œuf de Pâques et pour tous les œufs de Pâques qui ont précédé. Des fois, c'est difficile de prendre en note les commandes à la main. Bon, on comprend tout à fait ça. On les met sur notre site web. On essaie de le faire le plus rapidement possible. Alors, c'est à l'adresse www.coté3z.com. On vous rappelle qu'il y a aussi un nouveau forum de bavardage offert par Infinité. Donc, revenez-nous la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Merci, Philippe. Ça fait plaisir. Salut tout le monde. Bye bye.